Imagine un monde dans lequel deux personnes ont exactement la même maladie, le même diagnostic, le même âge, la même peur, mais pas le même compte bancaire. La première entre dans une clinique privée, ultramoderne, silencieuse, presque irréelle. On remplace ses organes fatigués, on corrige ses cellules, on ralentit son vieillissement, on repousse l'échéance. La deuxième attend. Elle attend dans un hôpital saturé, ou chez elle, ou sur une liste d'attente qui n'en finit plus. Et au bout du compte, elle meurt. Pas parce que la médecine ne pouvait rien faire, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et si un jour mourir devenait un choix de pauvre? La phrase paraît violente, presque obscène. Et pourtant, si on regarde froidement la direction que prend le monde, elle n'a rien d'absurde. Depuis toujours, les humains ont rêvé de vaincre la mort. On a inventé des religions pour l'apprivoiser, des récits pour lui donner un sens, des monuments pour la défier, des philosophies pour l'accepter, des sciences pour la retarder. Et pendant des siècles, même si les riches vivaient souvent mieux que les autres, il restait une forme d'égalité finale. Tout le monde mourait, le roi, le paysan, le génie, le lâche, le banquier, le poète. La mort était peut-être injuste, mais elle était démocratique. Puis quelque chose a changé. La médecine est devenue plus puissante, les technologies ont progressé. On a commencé à réparer, à prévenir, à prolonger. Aujourd'hui déjà, l'argent achète du temps, pas de manière magique, mais très concrètement. Les riches mangent mieux, se soignent plus tôt, ont accès à de meilleurs spécialistes, à de meilleurs examens, à de meilleurs traitements, à plus de repos, à moins de stress matériel, à des environnements moins toxiques, à des vies plus longues. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité. Dans presque tous les pays, l'espérance de vie varie selon le revenu, le niveau social, l'éducation, le quartier où l'on vit. Autrement dit, même aujourd'hui, la mort frappe déjà plus tôt certains que d'autres. Mais ce n'est peut-être qu'un début. Parce que le futur qui arrive ne parle plus seulement de soigner, il parle d'augmenter, ralentir le vieillissement, remplacer des organes, modifier le corps, optimiser le cerveau, filtrer les maladies à la source, allonger radicalement la durée de vie. C'est là qu'entre en scène une idée à la fois fascinante et inquiétante, le transhumanisme. Au fond, le transhumanisme dit ceci: si la technique peut améliorer l'être humain, pourquoi s'en priver? Pourquoi accepter la maladie, la faiblesse, le déclin, la mort, si l'on peut les corriger? Dit comme ça, c'est presque irrésistible. Qui refuserait plus de santé? Qui refuserait moins de souffrance? Qui refuserait de vivre plus longtemps si la vie vaut la peine d'être vécue? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la distribution. Parce qu'une technologie n'arrive jamais dans un monde vide. Elle arrive dans un monde déjà traversé par les inégalités. Et au début, presque toujours, elle coûte cher, très cher. Pense à tout ce qui améliore déjà la vie. Les meilleurs soins, les greffes les plus rapides, les cliniques d'élite, les traitements innovants, la chirurgie de pointe, les thérapies expérimentales. Qui y a accès en premier? Pas tout le monde. Toujours les mêmes. Ceux qui peuvent payer, ceux qui sont bien nés, ceux qui ont les réseaux, ceux qui vivent dans les bons pays, les bonnes villes, les bons milieux. Alors imagine maintenant que demain, on ne parle plus d'un meilleur médicament. Imagine qu'on parle de 5 ans de vie en plus, puis 10, puis 20. Imagine un traitement capable de ralentir très fortement le vieillissement, une thérapie cellulaire réservée à une élite, des organes cultivés en laboratoire, des implants qui compensent le corps, des outils biologiques qui transforment la longévité en marché. À ce moment-là, l'inégalité change de nature. On ne parle plus seulement de confort, on ne parle plus seulement de prestige, on ne parle plus seulement de privilèges, on parle de temps. Et le temps, c'est la matière première de toute existence. Plus de temps pour aimer, plus de temps pour apprendre,
plus de temps pour réussir, plus de temps pour réparer ses erreurs, plus de temps pour voir grandir ses enfants, plus de temps pour recommencer. Si certains peuvent acheter ce temps et d'autres non, alors l'inégalité devient presque métaphysique. Les riches n'auraient pas seulement plus d'argent, ils auraient plus de vie. Et là, quelque chose de profondément dérangeant apparaît. Pendant longtemps, on a parlé des inégalités de richesse. Peut-être qu'un jour, il faudra parler d'inégalité d'existence. D'un côté, une classe prolongée, entretenue, réparée, presque mise à jour biologiquement. De l'autre, les autres. Ceux qui continuent à vieillir normalement, à tomber malades normalement, à mourir normalement. Comme si l'humanité se séparait en deux vitesses, les augmentés et les périssables. Le plus troublant, c'est que cette logique ne choquerait pas forcément tout le monde. Parce qu'on a déjà appris à accepter des choses immenses à partir du moment où elles arrivent progressivement. On accepte déjà que certains aient une meilleure éducation, de meilleurs logements, une meilleure sécurité, une meilleure alimentation, une meilleure justice, de meilleures opportunités. Alors demain, si certains ont aussi une meilleure biologie, beaucoup diront « c'est injuste, oui, mais c'est le progrès ». Et c'est là que le problème devient philosophique. Parce qu'au fond, ce sujet pose une question terrible. Si l'on peut sauver ou prolonger des vies, est-ce moral de réserver cela à ceux qui peuvent payer ? Intuitivement, on a envie de répondre non. Mais la réalité du monde dit déjà oui, tous les jours, à petite dose. Un enfant né dans un quartier pauvre n'a pas les mêmes chances qu'un enfant né dans un quartier riche. Quelqu'un qui ne peut pas se soigner à temps ne joue pas la même partie. Quelqu'un qui travaille jusqu'à l'épuisement use son corps plus vite que celui qui peut déléguer, se reposer, se protéger. Autrement dit, le corps a toujours été politique. Simplement, demain, il pourrait devenir un produit premium. Et si cela arrive, alors mourir ne sera plus seulement un destin humain. Ce sera peut-être aussi un verdict social. Et à partir de là, une autre question surgit. Qu'est-ce qu'une société devient quand la survie elle-même entre dans la logique du luxe ? Parce que tant qu'on parle de montres, de voitures, de voyages ou de beaux appartements, l'injustice reste énorme, mais elle reste extérieure. Ici, ce n'est plus extérieur, c'est ton cœur, tes cellules, ton cerveau, ton souffle, tes années. Si vivre plus longtemps devient un service haut de gamme, alors la mort change de statut. Elle n'est plus seulement l'horizon commun de l'humanité. Elle devient ce qui arrive à ceux qui n'ont pas pu suivre. Comme si demain, on ne disait plus « il est mort », mais presque « il n'a pas pu rester ». C'est une idée terrifiante, parce qu'elle transforme l'existence elle-même en abonnement. Ceux qui peuvent payer continuent, les autres s'arrêtent. Et là, il faut aller encore plus loin. Car si les riches vivent beaucoup plus longtemps, ils gardent aussi plus longtemps tout le reste. Le pouvoir, le capital, l'influence, les réseaux, les entreprises, les postes, les héritages. Autrement dit, prolonger la vie des plus puissants, ce n'est pas seulement prolonger leur existence, c'est prolonger leur domination. Imagine un monde où les élites économiques gagnent 20 ou 30 ans de plus en pleine possession de leurs moyens, pendant que le reste de la population continue à s'user au rythme habituel. Comment rivaliser ? Comment renouveler les générations ? Comment redistribuer le pouvoir si ceux qui le possèdent gardent plus longtemps leur corps, leur énergie, leur place ? Le sujet n'est donc pas seulement médical, il est politique, peut-être même civilisationnel. Parce qu'une société où l'on achète du temps de vie n'achète pas seulement du confort. Elle fabrique une aristocratie biologique. Et à côté d'elle, une majorité mortelle. Il y aurait presque quelque chose de médiéval dans ce futur-là.
pas avec des châteaux et des couronnes, avec des cliniques, des laboratoires et des brevets. Les seigneurs d'hier avaient plus de terres, les seigneurs de demain auraient plus d'années. Alors certains répondront « Oui, mais toute innovation commence chère, puis finit par se démocratiser. » C'est parfois vrai. Les smartphones, Internet, certaines thérapies, beaucoup de technologies ont suivi ce chemin. Mais il y a une différence immense. Quand une technologie concerne le divertissement, la communication ou même le confort, attendre quelques années n'a pas le même sens. Quand elle concerne le temps de vie, attendre peut vouloir dire mourir avant qu'elle ne devienne accessible. Et là, le délai n'est plus un simple retard. Il devient une condamnation. Voilà pourquoi ce sujet n'est pas juste un fantasme de science-fiction. C'est une question morale immédiate. Si la médecine du futur peut réellement ralentir la mort, alors il faudra choisir. Est-ce qu'on traite cela comme un bien de marché ou comme un bien humain fondamental? Est-ce qu'on accepte que l'espérance de vie devienne une marchandise? Ou est-ce qu'on considère qu'au-delà d'un certain point, prolonger la vie doit relever de la justice, pas du portefeuille? Ce débat ne sera pas théorique, il sera brutal, parce qu'il touchera à la peur la plus universelle qui existe, la peur de disparaître. Et quand une société touche à cette peur, tout devient explosif.